dit, c'est très important au football moderne d'avoir un préparateur psychologique. En Allemagne, toutes les équipes professionnelles sont obligées d'avoir un entraîneur psychologique. Et ça se passe parallèlement avec l'entraînement sur le terrain. Ça veut dire que tu es sur, je prends un exemple banal, dès que tu es sur le terrain, si tu fais une passe du pied gauche, l'entraîneur psychologique te voit ton placement du corps. Si le corps est mal placé, il appelle l'entraîneur principal pour faire savoir que ce garçon il a un problème. Et on vérifie. Et à la fin des entraînements, on va voir à 100% que ce garçon a un problème. Pour faire une passe du pied gauche, ton corps va être placé de l'autre côté. Donc c'est un exemple que j'ai pris. Pour vous dire que tout ce que les deux collègues, les deux panélistes ont dit, c'est important au football moderne. Et c'est très très important d'avoir une préparation psychologique. Parce que ça déprime très vite chez les jeunes. Très très vite. Tu peux avoir 15 ans, tu es très bon joueur, puis tu arrives à 7 ans, tu ne joues plus. Et si tu n'es pas fort psychologiquement, tu ne peux pas continuer à être pro. Donc, ce que les panélistes ont dit, ça certifie le football moderne. Il faut être très très bien préparé psychologiquement. Et c'est l'accompagnement, pas seulement des entraîneurs psychologiques, ça va aussi des parents à la maison. Alors, les parents doivent être derrière. Dès que les parents ne sont pas là, c'est difficile pour le jeune de continuer. Donc, c'est un circuit pour le football moderne qui est très centré. Et concernant les entraînements individuels, c'est aussi un très très grand problème. Dans les 90% des footballeurs de haut niveau, ils ont toujours un entraîneur individuel. L'entraînement individuel, ça dépend de comment, qu'est-ce que tu vas atteindre, quel est le but d'atteindre. Est-ce qu'il veut dans 3 ans, 4 ans? Parce qu'un entraînement individuel, ça ne se fait pas à court terme, ça se fait à long terme. Donc tu commences avec un enfant de 12 ans, tu es sûr qu'à 15 ans, dans 5 ans, il va avoir le fruit du travail. Quand tu commences avec un enfant de 12 ans, les parents attendent le résultat après toi, c'est un entraînement. C'est impossible. C'est un long processus. Et il faut, en tant qu'entraîneur, donner l'information à ses parents que tiens, c'est un long processus. S'il a commencé à 12 ans, n'attendez pas à 13 ans pour avoir un Lionel Messi. Attendez après 5 ans, 6 ans. Et s'il est ponctuel, s'il vient constamment aux entraînements, ça va payer. Et faire pas une séance individuelle à un joueur qui fait une semaine, il attend 3 mois et il vient. Il va recommencer à zéro. Donc c'est ça qui fait la force du football moderne à l'heure actuelle. Merci. Je me permets de compléter l'aspect d'accompagnement individuel. Parce que nous sommes parents et on voit beaucoup de coachs, surtout pendant les vacances comme ça, entraîner des enfants. Attention à ce que quand vous allez choisir un entraîneur, un accompagnateur individuel, c'est un travail complémentaire qui est important bien sûr, parce que nous en club, en tout cas pour ceux qui sont en club, c'est très difficile d'aller chercher l'individualité. On a très peu de temps, surtout en amateur, pour accompagner tous les joueurs, pour les corriger les aspects, améliorer tout ce qui ne va pas. N'allez pas chercher le premier venu. Parfois, certains, je vois aujourd'hui des entraînements sauvages. Il a 15 joueurs, vous payez, votre enfant rentre, il est fatigué. Dans l'année, ce travail est important. Tous les joueurs, les grands joueurs, tous, ils ont des salles de sport chez eux, ils ont des accompagnants, des coachs individuels. Mais nous, en amateur, ou même des enfants ici, c'est des enfants en préformation, des centres de formation. Quand ils rentrent à la maison, vraiment, il faut que ce soit cadré. Le travail qui est fait, ce que je veux dire, c'est que si vous confiez votre enfant à un entraîneur individuel, il faut absolument, je dis bien, c'est une condition sine qua non, il faut que ce travail soit corrélé avec ce qui est fait en club. Je prends un exemple concret. À l'entraînement le lundi, après le match, il y a eu, je ne sais pas moi, de la récupération. Il n'y a pas d'entraînement mardi. Vous collez une séance forte. En fait, souvent, ceux qui, je ne vais pas tirer sur tous parce qu'il y a des bons. On va charger, comme on dit chez nous. Il arrive mercredi à l'entraînement. Et là, on a un milieu de semaine, il joue le week-end. Sans avoir eu de collaboration avec le club, l'entraîneur ne sait pas ce qui s'est passé.
Et là, il aura une charge supplémentaire. Au haut niveau, avec les datas, le GPS, on va dire qu'il a traversé son nombre de kilomètres, parce qu'au haut niveau, excusez-moi, je fais un peu c'est un sujet qui m'intéresse un peu trop. Un joueur de foot a un certain nombre, peut-être pendant une compétition ou pendant la semaine, je passe sous le contrôle du coach, un certain nombre de kilomètres à effectuer pendant une semaine de travail. Et ce nombre de kilomètres-là, on le dissèque par jour et par séance d'entraînement. Donc si l'entraîneur principal du club a décidé, ou alors via ses datas, il doit en faire peut-être 10 000, j'exagère, et que vous rajoutez une séance où je vois parfois en cours, on va chercher des séances fortes, on va dire, bon, il ne va pas très vite, on va lui faire 100 sprints. L'enfant va dépasser le cadre prévu. Qu'est-ce qui va s'en suivre? Les blessures. Et derrière, tout est perdu. Donc, je me suis permise de vraiment attirer votre attention là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Pensons à ça. C'est super important. Merci. 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 Donc, vous me permettrez de rester dans mon rôle de sélectionneur une dernière fois, parce que je vais prendre un remplaçant qui lui-même ne s'y attendait pas, parce que dans tout ça, on a parlé de transfert de compétences, on a parlé de détection des talents, mais tout ça, il faut une dimension financière, et nous avons parmi nous qui sont venus la Chambre de commerce internationale, et donc M. Prosper, Yémen. En fait, quand il est là, vous pouvez l'applaudir, quand on... Là aujourd'hui, on parle de transfert de compétences, et donc de réseaux internationaux. Est-ce que vous pensez, donc, avec votre activité, que le sport est un bon levier pour tous ces éléments? Bonsoir à tous. Tout d'abord, je voulais remercier les organisateurs de cet événement qui est très important pour la jeunesse africaine, pour la jeunesse tout court, je vais dire la jeunesse globale. Vous savez, le football aujourd'hui, c'est un élément important, très important pour notre jeunesse, et qui dépasse aujourd'hui le cadre du sport simplement pour atteindre les cimes du lobbying et même de la politique dans certains pays. Aujourd'hui, dans certains pays comme le mien, le Cameroun, si vous parlez football, vous allez atteindre le cœur même de la culture, de l'animation sociale, le cœur de la jeunesse. Donc c'est un élément très important pour le développement de nos pays, même si d'autres ne voient pas encore le développement économique proprement dit, mais il y a quand même que ça impacte la jeunesse. Aujourd'hui, on commence même par jouer au football avant d'aller à l'école. On commence par taper dans le ballon avant de taper dans le cahier. Donc c'est important. Maintenant, pour répondre à la question en tant que président de la Chambre de commerce et d'investissement du Cameroun en Europe, qui est un mouvement dont le but est de mettre en corrélation les entrepreneurs européens et camerounais, les entrepreneurs européens et africains, pour les permettre de faire des choses ensemble, les permettre de se mettre sur une vitrine ou sur une plateforme internationale qui les permettrait de faire de l'économie de leur pays une économie à l'échelle mondiale, c'est-à-dire une sorte de globalisation. Oui, sur ce point-là, le football a sa place. Parce que vous parlez de la transmission aujourd'hui, de la transmission des connaissances, des valeurs intrinsèques du football. J'ai mon fils de 5 ans qui a commencé. Je blaguais avec le frère en disant qu'il voulait faire du foot. Je l'ai inscrit pour ses vacances. Après une semaine, il m'a dit papa, je laisse la place aux autres. Donc, et il y a un mot qui m'a touché ici, celui qui m'a précédé, qui disait qu'il fallait que les parents accompagnent. Moi, j'ai pas voulu trop tirer parce que c'est lui qui avait demandé. Et j'ai acheté des équipements et maintenant il a dit papa, je vais. Donc, vous comprenez que
c'est important pour une société, pour une nation, de développer cette culture et cette discipline de football dans la discipline de la vie des enfants. Parce que j'ai vu pour ceux qui font du football comment il y a une discipline de faire et qui permettrait, l'expérience montre que tous les enfants qui font le football sont à marge de la délinquance. Parce qu'à l'époque, on croyait que c'est les enfants délinquants qui font le football. Du moins, ce qu'on croyait en Afrique. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que les enfants qui font le football ont une discipline qui les entraîne même dans la discipline académique et dans la discipline scolaire. Donc, pour ma part, ce qui me concerne, je vais dire que ce qui manque au football aujourd'hui, surtout au football africain, c'est, je vais dire, le petit piment qui les permettrait de se vendre au maximum auprès des entrepreneurs, auprès de ceux qui créent des richesses. Parce qu'on a comme l'impression qu'il n'y a pas, surtout en Afrique, il n'y a pas des moyens de communication ou alors des méthodes qui permettent à ce qu'on puisse intéresser les faiseurs de richesse au football. Et c'est en cela que je pense que la FIF et la Chambre de commerce et d'investissement en Europe peuvent faire chemin ensemble. C'est-à-dire que nous pourrions, comme je l'ai dit à Aimé Landry la dernière fois, nous pourrions être un levier qui permettrait que, comme je l'ai dit également aux artistes, le mois dernier, j'ai été invité, plutôt cette fois-ci, il y a encore des artistes en Madrid, j'ai dit que nous pourrions également, au travers de toute ce qui est harmonisé autour de la culture, autour du sport, être un levier qui permettrait de faire comprendre aux entrepreneurs qu'ils ont à faire, ils ont également un rôle à jouer dans le sport. Car, en supportant le sport, c'est leur image qui est véhiculée. En véhiculant l'image, c'est leur produit qui est acheté ou c'est leur service qui est également acheté. Donc, je félicite les initiateurs de cet événement. Je félicite M. Sioré et je dis comme un prédicateur de vous fatiguer. Jamais ne vous lassez jamais, nous allons vous accompagner. Et c'est ce que, dès ce soir, je pense qu'après, nous pourrions peut-être, comme ça se passe dans notre process, signer une convention de collaboration avec la FIF et voir dans quelle mesure nous pourrons assumer ensemble. Je crée des mouvements de scoop. Mais c'est une belle annonce, là, vous pouvez applaudir un peu plus fort. Merci. Bien. Je vois qu'il y en a un qui est déjà impatient. Ça fait 10 minutes qu'il sollicite. Il est déjà debout. Donc, c'est une façon de vous dire que la parole vous est donnée maintenant. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez donner vos avis. L'essentiel, on va poser quelques bases, que ce soit concis, ne prenez pas trop de temps. On va se donner une grosse demi-heure, cette expression française que j'aime beaucoup, une grosse demi-heure, ça veut dire que ça peut être 35, ça peut être 40 minutes, pour échanger. Et puis donc, vous levez la main, on va prendre des questions 3 par 3. Donc, et puis, vous vous présentez, vous dites si c'est une question, si c'est une remarque, et puis ensuite à qui vous voulez poser la question. Donc, oui, attends. Première, ce sera là, oui, monsieur. Ensuite, on est à 2, donc on va commencer. C'est tous les premiers. Bonsoir à tous. Je suis Richard Nara, je suis journaliste. Et dans ma petite expérience de journaliste, j'ai couvert 2 Coupes du Monde, 3 Cannes. Et j'ai souvent l'habitude de dire que je suis aussi champion d'Afrique parce qu'un journaliste qui couvre une Coupe d'Afrique et son pays gagne est aussi champion d'Afrique. Donc, la preuve, en 2017, tous les journalistes camerounais ont été applaudis à Libreville, ça veut dire qu'on était aussi champion d'Afrique. Donc, je suis très content de vivre cette expérience parce que nous sommes des journalistes, nous vivons des choses et nous avons aussi nos avis et personne parfois ne nous écoute. Parce que nous, les journalistes, on a l'habitude de ne parler que des faits. Et les commentaires nous sont interdits. Donc quand on a la possibilité d'avoir un espace comme ça où on peut avoir aussi la possibilité de donner notre avis, vraiment, merci. Monsieur Siwe, merci. Mon avis concernant l'Afrique et les binationaux,
c'est qu'il faudrait qu'on cesse de se mentir. Les Africains ont toujours les problèmes que les autres n'ont pas. Je ne vais jamais voir la Belgique pleurer du fait que ses enfants jouent ailleurs. On ne voit jamais la France pareil partout dans le monde, il n'y a qu'en Afrique. Et le problème aujourd'hui, c'est que nous, les Africains qui sommes en Europe, on voit l'Afrique sous le prisme de notre vie en Europe et non sous le prisme de la vie en Afrique. Et je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, un exemple comme la FECAFOOT. Remarquez bien, la majorité des joueurs qui refusaient de venir en sélection, aujourd'hui, cherchent à venir en sélection parce que la fédération a créé un cadre pour les amener, pour les mettre en confiance. Je prends le cas de Brian Bemo, qui a convaincu Christopher Ouo, Bokele Potou, plusieurs joueurs qui sont venus à l'équipe nationale parce qu'ils avaient un ambassadeur qui leur a dit « C'est bon les gars, on a un cadre approprié. » Et parce qu'on a une fédération qui a créé les conditions pour les amener à venir. Je vais vous prendre une petite confidence. Je sais pas si vous avez vu une vidéo ou une photo où Kylian Mbappé était avec Samuel Eto'o. Et Samuel Eto'o lui a soufflé « Kylian, la France a déjà eu, refilez-nous Ethan. » Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le Cameroun est en train de travailler pour faire venir Ethan Mbappé. Donc, et il n'est pas contre. Vous voyez très bien que Kylian est venu au Cameroun, il a eu tout ce qu'il a eu, et forcément, ce qu'il a reçu au Cameroun va servir pour les autres, pour son petit frère, parce qu'il va se dire, si mon grand frère est allé, et il a vu ce que son grand frère a reçu, il pourra revenir, il pourra accepter. Donc, moi je dis, il faudrait que Dorette cesse de penser que, parce que nous sommes en Europe, rien n'est fait. C'est faux. Je vous prends encore un autre exemple. Il y a une joueuse au PSG qui était au PSG. Maintenant, elle va jouer à Montpellier. Nina. Elle voulait venir. Elle était prête à venir. Je l'ai interviewée pendant un match Reims-PSG. Je lui ai dit, est-ce que tu viendras au Cameroun? Elle a dit, ce n'est pas elle qui décide. Qui décide, ce sont ses parents. Et donc, c'est vrai, les parents doivent travailler sur eux. Mais sauf que c'est nous qui contribuons à salir l'image de notre pays. Oui, je vous prends un exemple encore. Je vous prends un exemple pour terminer. Il y a un pays, je suis allé en 2016, voisin du Burundi, il s'appelle le Rwanda. Aujourd'hui, les Rwandais ont retourné la tête du monde entier par rapport à leur image. Parce que la première chose qu'on arrive au Rwanda, ce qu'on trouve, c'est quoi? La propreté. Tous ceux qui quittent du Rwanda pour aller dans n'importe quel endroit au monde, ils parlent du Rwanda en termes de propreté. Parce que le gouvernement rwandais a voulu que ce soit ce qui marque les esprits. Donc par conséquent, nous, les journalistes qui allons dans le monde entier, on regarde des choses, on ne peut pas le dire, mais sachez que c'est nous qui nous dénigrons. C'est nous qui dénigrons nos pays. Et tant qu'on va le faire, et qu'on va toujours avoir de mauvais avis sur nos pays, ne vous attendez pas à ce que nos enfants qui sont ici aient envie d'y aller. Merci. Quatre minutes, monsieur. Est-ce que je peux dire un mot très rapide? Je pense que le sélectionneur a quelque chose à dire. Je ne suis pas tout à fait contre ce qu'il a dit, mais je vais remettre mes mots dans l'ordre. Je n'ai pas dit qu'il n'y a rien qui est fait. Il y a des choses qui sont faites, mais certaines choses sont mal faites. Je suis d'accord avec Richard sur le fait qu'ils disent que c'est nous les parents qui ne faisons pas assez pour motiver nos enfants à retourner à la maison. Quand on peut, chaque personne a son idée sur nos pays africains, mais quand on retourne là-bas, je pense qu'on se sent bien, en tout cas moi.
Mais je ne suis pas d'accord quand il dit que certains enfants veulent repartir, mais ils ne savent pas. Le cas de Nina, on ne va pas discuter sur Nina. C'est une de mes filles. Voilà. Donc, la fédération a sa part de responsabilité sur ce qui s'est passé. Voilà. Et elle n'est pas un cas isolé, c'est ce que je voulais dire. Mais nos sélections travaillent, je passe le contrôle. Ils sont là, ils peuvent le dire. Aujourd'hui, quand on arrive en Coupe d'Afrique, on voit qu'il n'y a plus de petites nations. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est fait. Merci. Je voulais juste ajouter, compléter un petit peu sur ce que notre compatriote journaliste a dit. La première chose, c'est que je ne suis pas d'accord quand on dit que certaines personnes salissent l'image du continent africain. Je m'explique. Le Rwanda, c'est un exemple. Mais le Rwanda, ce ne sont pas des Rwandais qui sont nés ici, qui vivaient ici, qui ont changé l'image du Rwanda. C'est le travail qui a changé l'image du Rwanda. Oublions les paroles. Oublions les paroles. Moi, j'ai dit toujours, en tant qu'entraîneur, nous ne sommes pas des politiciens, et même les grands politiciens africains, Kagame, j'ai jamais entendu une fois dire je vais faire de mon pays, je vais nettoyer mon pays, je vais faire ceci. Il a fait, les gens ont vu, ils ont applaudi, ils ont accepté le boulot qui a été fait. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, messieurs les présidents. Je suis Pierre Happy, vice-président du 2-0 de Liège. Et je ne suis pas footballeur. C'est ici que j'ai commencé à taper dans le foot. Et aujourd'hui, j'essaie quelque chose dans le foot. J'ai été cycliste au Cameroun. Ma question s'adresse à l'entraîneur et à madame, je ne sais pas comment ça s'appelle. Dorette, voilà, madame Dorette. Et je voulais savoir à quel moment, à quel âge on commence à détecter les jeunes talents africains. Parce que si je pense bien, l'année dernière et cette année, la FEF a commencé à faire le tournoi des jeunes. Pourquoi est-ce que les Africains en général ne font pas des tournois des jeunes, n'organisent pas des tournois des jeunes comme je vois, on fait un peu partout pendant les vacances en Afrique, pour détecter les jeunes talents aussitôt. Je veux dire les jeunes talents à partir de 15-16 ans. Ça nous aiderait mieux à les accompagner dans leur formation, pour que même si on n'en tient que deux, on n'en tire que 2 ou 3, à la fin de les amener à l'équipe nationale. Merci beaucoup. Merci. Donc, quelqu'un, une autre question pendant ce temps? Merci avant tout pour la question qui est vraiment pertinente. À quel moment on peut commencer à détecter les jeunes talents? Ma réponse ne sera pas nette. Il n'y a pas vraiment d'âge. Je m'explique. Pourquoi? Parce que on peut se dire je vais chercher des jeunes joueurs à partir de 12 ans, 13 ans. Et puis dans 2 ans, on perd de vue certains garçons qui arrêtent le foot, qui arrêtent ceci. Mais par contre, dans l'autre sens, c'est toujours avoir un œil dessus, continuer à suivre, à les accompagner. Et comme vous avez dit, en organisant des tournois, encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, les actes avant tout. Et sur ce point-là, je pencherai plus dans le sens de notre compatriote journaliste. Nous, les Africains, nous n'aidons pas notre continent à évoluer. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire, je peux décider avec d'autres personnes d'organiser un tournoi des jeunes Africains à Liège ou ici à Namur. On ne va pas mettre tout le monde dans le même sac.
et on ne verra pas tous les jeunes Africains venir. Et ça, c'est le gros souci. Mais par contre, s'il y a un tournoi organisé par des clubs locaux, ils sont les premiers parce qu'il faut y aller, il faut faire ceci. Et le gros souci, c'est là où on vit, c'est les parents, l'accompagnement des parents dans ce genre de manifestations. Prendre vos enfants et participer, montrer que c'est ça la communauté. Il y a un point que je voulais aussi toucher, c'est que nous qui avons quitté le continent africain à un certain âge, on a participé à pas mal de tournois et on continue à se retrouver. Mais je mets ma main à couper d'ici 5, 10 ans, on en verra de moins en moins. Merci, monsieur le sélectionneur Patrick. Il n'y a pas vraiment d'âge. Aujourd'hui, les standards, ils commencent très tôt. On voit des clubs qui commencent, on appelle ça le baby-foot. Et ils sont, c'est pas loin de la garderie, les occuper. Mais on voit très bien que chez nous en France, c'est la direction technique nationale qui s'occupe de cette organisation-là. Ils prévoient quelque chose et ça redescend au niveau local. Même les enfants de 4 ans, non pardon, de 5 ans, ou 6, on commence à leur inculquer une organisation tactique. Quand je dis à mes petits de 7 ans, faites l'avion. L'avion, ça veut dire en football, une organisation, parce que les petits ont tendance à aller tous autour du ballon. Et quand on dit l'avion, on a un attaquant, on a un défenseur, un sur le côté. Et même si le ballon sort d'un moment, on dit l'avion, ils sont replacés tout de suite. Pour dire que on commence à leur donner des billes. Et la détection elle-même, pour répondre à notre frère, ça dépend des fédérations, ça dépend de ce qui est prévu. Mais je pense qu'on peut détecter un joueur très tard. Il y a des joueurs qui sont devenus professionnels parce qu'on les a vus sur mon frère qui est à côté de moi peut le dire, qu'on les a vus sur un championnat de vacances et ils deviennent professionnels. Donc ne suivons pas forcément ce qui est dit, ce qui est établi, il faut s'adapter au contexte, je pense. On va prendre 2 questions là. Il y a et ensuite, il y avait une question là et ensuite là. Oui. Bonsoir tout le monde. Heureux de vous voir tous ici. Je voudrais simplement faire une remarque. Je commence d'abord par féliciter le président Fred Sireux parce que je sais qui il est, je sais tout le travail qu'il a abattu pour que nous soyons ici aujourd'hui. Il est parti de rien quand on n'imaginait même pas où il allait et nous sommes là aujourd'hui. Fred Sireux, félicitations pour tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Mais j'aimerais faire juste une petite remarque sur tout ce qui a été dit ici aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a un facteur qu'on a presque oublié. C'est pourquoi les Africains souffrent aujourd'hui. Acceptons-le nier, c'est refuser l'évidence, la corruption. Quelle qu'en soit la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, les pays africains, personne ne le niera. On a plein d'enfants qui n'ont pas pu jouer pour le Cameroun parce qu'ils n'ont pas fait après ce qu'il faut. Je prends le cas du Cameroun par exemple. Et j'estime que c'est un peu la même chose par rapport à l'Afrique. Parce qu'ils n'ont pas fait le geste qu'il fallait. Parce que je ne pense pas qu'un Camerounais né au Cameroun arrive en Europe, fait ses enfants, il leur parle mal du Cameroun. Je ne pense pas que ce soit possible. Par exemple. Parce que nous les Africains, nous aimons tellement l'Afrique que nous disons toujours, quand des gens disent qu'on salit l'image du Cameroun, de l'Afrique, moi je n'accepte pas ça. Je ne peux pas accepter ça. Vous avez fini en parlant par exemple du Rwanda. Merci coach, vous l'avez bien ramené à sa place. Parce qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont supportés d'une telle personne, tout est vrai. Non, arrêtons ça. Nous n'aidons pas notre continent en essayant de toujours nous cacher derrière notre petit doigt. Nous ne nous aidons pas. Acceptons quand ça va mal et dénonçons-le quand ça va mal. Vous parlez du Rwanda,
Je veux parler du Cameroun. Je veux dire, qu'est-ce qui est propre au Cameroun, par exemple? Arrêtons là. C'est juste une parenthèse. Moi, je dis, pour nos autres parents, c'est vrai, on va les aider. On veut que nos enfants, moi qui parle, j'ai mon neveu qui est là depuis. Personne n'a même cherché à savoir où il va. Il joue en première division en Allemagne. On ne lui a même pas encore parlé. Pourquoi? On sait pourquoi. Donc c'est pour dire que moi je pense simplement que si on est honnête envers nous-mêmes, on aidera notre continent. Ne cherchons pas toujours à nous dire, et chacun pense d'abord à sa poche, parce que je ne sais pas trop bien quoi. Combien d'entre nous pensons vraiment, vraiment parlons du continent? Quand je regarde quelqu'un comme Fred, avec tout le travail qu'il fait, il ne devrait pas seulement être là. Parce qu'il travaille dur. Il a travaillé dur pour nous rassembler là. Il a travaillé dur pour nous rassembler ici aujourd'hui. Mais est-ce qu'il a vraiment tout ce qu'il mérite? Dieu seul sait. Bonsoir. Vous avez la preuve. Vous avez la preuve. Vous avez la preuve. Bonsoir tout le qu'il monde. dénigre le Cameroun. Voilà, ça. Je suis C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. On l'accueillera avec beaucoup de plaisir d'application l'année prochaine. Parce qu'on n'a pas appelé son neveu, ça devient un problème. En fait, mon intervention est d'abord une inquiétude et une question à la fin. J'ai suivi avec beaucoup d'attention notre jeune notable. On n'a pas appelé. Et j'ai été aussi un peu on n'a pas appelé son neveu, c'est pour ça qu'il a son intervention est l'intervention météo, où on parlait de coach personnel, GPS, nombre de kilomètres par semaine, par jour. Je me suis dit, mais punaise, nos enfants qui courent à des pandas, à des corps, à machin, ils vont faire comment? Faut-il qu'ils soient touchés du Saint-Esprit pour pouvoir être pro? Ou bien est-ce qu'il y a tout de même des moyens de contournement, n'est-ce pas, pour pouvoir gérer ce genre de choses? Merci beaucoup. Oui, bonjour à tous. Bonsoir à tous. Oui, moi j'ai d'abord juste un avis, la question vient après. Ouais, je vais me présenter. Moi je suis Sonia Goussèche du 2-0 de Liège. Voilà. Mon avis. Ouais, vice-président, on me demande de préciser. Ouais, mon avis d'abord et la question après. Mon avis, c'était par rapport à ce qu'on a dit tantôt. Juste, c'est qu'on va dire qu'on revient sur la même chose chaque fois pour parler que les Africains saluent leur continent ou les Africains n'aiment pas le continent. Je tiens à dire quelque chose. On a l'habitude, le journaliste l'a dit tantôt, on n'apprécie même pas ce qui a été fait. Moi, je sais qu'on va entrer dans un gros débat ici, mais je ne sais pas l'occasion. Je suis fan de personne. Mais il faut accepter ce qui a été fait. Pendant des années, l'Africa Foot a travaillé. Mais il y a des gens qui travaillent derrière pour noircir ce qui a été fait. Les Lions, je prends un exemple, les Lions ont voyagé dans le plus calme absolu, pas là du monde, dans les plus bonnes conditions qui n'ont jamais existé au Cameroun. Il faut l'accepter. Avant, c'était des femmes dans l'avion et tout, le consort, c'est ce que c'est. Mais même cela, les gens ne veulent pas accepter ça aujourd'hui. Je m'arrête juste là pour dire maintenant, et pour rebondir en disant, les parents, non, c'est pas une campagne, les parents, nous les parents à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on dit, c'est pas seulement sur le thème sportif. Il suffit qu'à la maison, on a un papa à la maison, il a son enfant qui fait une bêtise, il va dire, ah, encore le Camerounais là, encore au Cameroun, toujours en train de noircir. C'est pas de noircir même sans s'en rendre compte qu'on noircit notre pays. Nous devons être fiers de notre pays. Moi, je veux marquer. Et la question maintenant, je me pose à l'entraîneur et à la préparateur physique. Quand nous avons un parent, préparateur mental, quand nous avons un parent à la maison, tous les parents surtout qui ont joué au foot et qui n'ont pas pu aller loin, qui veulent inculquer à cet enfant-là, tu vas jouer au foot. Comment savoir que on peut pousser cet enfant à aller au bout ou on va arrêter? Parce qu'on voit certains parents, j'ai l'impression, certains parents qui disent, moi je n'ai pas joué au foot, mon fils va jouer au foot. Il ne veut même pas savoir si l'enfant a besoin. Souvent, l'enfant a peut-être des capacités, peut-être il n'a pas, mais nous, en tant que parents, c'est là où est ma question, comment détecter que cet enfant est doué pour jouer au football? Une dernière question et puis des réponses avant une prochaine salle. Et pardon, s'il vous plaît, il nous reste plus beaucoup de temps. Essayons de réduire notre temps de parole au moment où on prend la parole. Merci.
Oui, Philomon Guémon, Colonne, je suis enseignant. D'abord, une petite observation, commentaire. J'aimerais d'abord savoir, le thème c'est diaspora, pouvoir de transmission. Je crois que c'était le thème. Nous ne sommes pas pour un autre débat que dans ce sens. Comment contribuer pour que la diaspora africaine puisse contribuer au développement de l'Afrique dans tous les secteurs, pas seulement footballistique. Je voulais juste attirer cette attention. Ça, c'était ce que moi j'attendais dans la discussion. Et nous accordons plus aux conséquences, pas à ce qui cause. Les causes, si nous connaissons les causes, on peut améliorer ce qui va arriver après. Mais avant d'y arriver à ces causes, posons-nous d'abord la question nous-mêmes. Qu'est-ce qui fait problème? On a eu beaucoup de problèmes en Afrique. Afrique, on a trop de problèmes. Mais je crois que la première chose que nous devons savoir et qui est notre défaut, nous, particulièrement, comparé à d'autres peuples chinois, je citerai les Chinois, les Japonais, et ainsi de suite, c'est le fait de ne pas accepter que l'autre est ce qu'il est, il mérite ce qu'il est. Nous travaillons plus individuellement que collectivement. Et tant que nous ne prenons pas la philosophie de travailler en synergie, on n'arrivera jamais, je dis bien jamais, aux solutions pour pouvoir efficacement mettre en place un développement efficace pour notre continent. Accepter que Fred Siwo est ce qu'il est parce qu'il mérite. Accepter que telle personne est ce qu'il est parce qu'il mérite. Et contribuer, sachez pourquoi il est là-bas et comment il fait pour y arriver. Parce que vous ne pouvez pas être à droite et à gauche au même moment. C'est d'abord l'observation que je voulais faire. Pour revenir à nos enfants, vous savez, la formation des enfants, on parle de la transmission, de la relève. Tous tournons autour du football. Il y a l'aspect psychologique. Peut-être qu'on n'est pas entré dedans profondément. Mais si on y va profondément, vous allez voir que le parent qui résiste que son enfant n'a quelque part, il n'a pas les garanties qu'en faisant le football, ça va arriver quelque part, ça va aboutir quelque part. S'il s'arrête au milieu du chemin, ce sont les garanties, il n'y en a pas. Ça, ce sont encore les causes qu'il faut analyser et pouvoir savoir qu'est-ce que nous mettons en place pour effectivement attirer certains parents ou bien certains joueurs dans d'autres équipes ou dans les équipes nationales du pays de leurs parents. Donc, ma question revient maintenant au coach dans la détection des jeux. J'ai parlé tout à l'heure de synergie. Nous sommes plusieurs coachs africains en Europe. Il y a déjà eu combien de réunions des sélectionneurs, des entraîneurs africains? Je prends seulement le cas de la Belgique, parce que je vais juste prendre un exemple. Parce qu'il y a des réunions pour discuter stratégie avec les responsables des fédérations, les autres pays, comme l'Arabie Saoudite. Ils ne se mettent pas en place aujourd'hui pour commencer à attirer les joueurs. C'est un projet qui est travaillé depuis des années, depuis longtemps. Il y a des groupuscules qui discutent la philosophie de développement, comment faire l'image de chaque pays. Et ça se passe avec la diaspora de ces pays-là. Donc, monsieur le coach, je serais content si vous me dites que déjà 3 ans, vous avez fait 3 réunions des entraîneurs d'autres pays avec vous pour les montrer comment vous pouvez créer synergie dans ce sens. Merci. Merci. Donc, la parole est au plateau. Vous voyez vous-même, dans la prochaine salle de questions, on va chronométrer maximum 1 minute parce que nous arrivons dans les dernières minutes de notre grosse demi-heure. Merci.
Je vais commencer par répondre à la dernière question parce qu'elle a l'air pertinente. Avant tout, merci d'avoir mis l'église au milieu du village concernant la thématique de cette soirée, parce qu'on était un peu partis dans tous les sens. Concernant la détection des talents et quand vous parlez des réunions entre entraîneurs africains vivant ici dans les pays occidentaux, je dirais actuellement il y a sûrement 0 réunion. Je vais m'expliquer. Il y a de cela presque 5-10 ans, 10 ans presque, j'avais commencé tout d'abord à vouloir réunir pas mal de joueurs africains pour faire 2 matchs. Au départ, c'était déjà presque, ça fonctionnait avec pas mal de joueurs camerounais, burundais, rwandais, ivoiriens, on organisait des matchs. Ça fonctionnait, et puis un jour, je me suis dit, avec l'arrivée de Facebook, je vais faire un groupe des joueurs africains pour attirer encore d'autres nationalités. Et bien, les retours que j'ai eus ne m'ont pas permis à continuer dans ce chemin. Et vous avez parlé d'une chose, l'Africain est individualiste. Il pense à lui avant de penser tout d'abord à la communauté. Et c'est le plus gros souci. Parce que si quelqu'un met en place quelque chose dans ce sens-là, c'est certain qu'on aura un certain pourcentage. Mais le pourcentage sera de 20-30%. Mais comme vous le dites, ce serait peut-être bien de commencer par ce 20-30%. Et un jour, peut-être qu'on arrivera à 50%. À 60, à 70 et à 80%. Mais c'est une très bonne chose, c'est une très bonne idée. Et ça serait bien de mettre ça en place. Je pense devrais remercier l'organisateur de cette soirée parce que ces genres d'idées, ce sont des idées qui restent cramponnées dans des maisons et qui ne sortent pas. Et le fait de se retrouver ici, ça permet de pouvoir côtoyer d'autres personnes et d'échanger ces genres d'idées et aussi de retrouver d'autres entraîneurs réformateurs africains parce que ce qu'on n'est pas, j'entends, c'est, comment est-ce qu'on appelle encore, c'est 2 fois 0, 2-0 de Liège, alors que c'est une équipe que j'ai connue il y a des années où ils jouaient dans des tournois africains avec de très bons joueurs qui étaient arrivés ici et qui espéraient une carrière professionnelle et qui n'ont jamais réussi à passer le cap. Et ils sont toujours là. Mais on ne se connaît pas. On ne se connaît pas parce qu'on n'a pas ce côté-là de pouvoir se croiser et échanger. Et je vous dis merci pour l'idée. Et je pense que si on est 5-6 entraîneurs africains ici, je pense qu'on est plus de 5 ce soir. Et demain, il y en aura d'autres. Et on pourra échanger les numéros et essayer de construire quelque chose sur cette base. Parce que dans le métier d'entraîneur, l'échange, c'est une des choses les plus importantes pour l'évolution d'un entraîneur de football. Je vais directement répondre à la première question. On parlait, il y a une personne qui a posé la question comment détecter ou accompagner mon fils pour qu'il aille au bout d'une activité ou soit qui a choisi de jouer au foot pour le pousser, pour qu'il aille jusqu'au bout. La première chose que je dirais, c'est tout d'abord la discipline qu'on veut inculquer à nos enfants. Il faudrait qu'on la mette tout d'abord pour nous-mêmes. Je donne un exemple. J'ai une fille qui était inscrite à la danse et il y a des jours où il pleuvait. Et sa maman a dit, mais tu vas partir avec elle, regarde un peu le temps. Je lui dis non, elle s'est inscrite. Elle doit y aller. C'est tout d'abord cette discipline-là qu'on doit tout d'abord se donner, nous, parents. J'étais responsable des techniques de la formation des jeunes d'une école de foot à Liège. Et on avait mis en place un système soi-disant celui qui ne s'entraîne pas, il ne joue pas le week-end. Au départ, on a eu des détections, des défections, mais un jour, après 1 année, 2 ans, et tous les enfants sont tout le temps présents aux entraînements.
Parce qu'on a détecté que le problème, ce n'était pas les enfants, mais plutôt les parents. C'est pas seulement les parents africains, mais tout le monde. Même les parents européens, occidentaux, ben, ils ont aussi le même problème. Donc, cette discipline qu'on veut donner aux enfants, mettons-la tout d'abord pour nous. Et puis après, on verra comment on pourra la transmettre à nos enfants. Et comment est-ce qu'on pourrait dire à un enfant, l'accompagner jusqu'au bout? Moi, il y a deux tendances. Il y a une tendance qui dit, tu trouves que ton fils a des qualités dans tel domaine, il faut insister pour qu'il aille jusqu'au bout. Et moi, je suis de l'autre tendance qui dit, je laisse la liberté à mon enfant et c'est à lui de choisir. S'il n'a pas envie, il n'ira pas. Et je donne un exemple, j'ai un fils qui joue au foot. Au départ, avant Covid, il n'avait jamais touché à un ballon, il ne voulait pas entendre parler du foot. Et puis tout d'un coup, Covid est arrivé, j'étais à la maison, tellement j'étais pris avec, le monde du foot, aller entraîner d'autres enfants, et puis prendre une équipe première. Et pendant le Covid, j'ai eu le temps de jouer avec lui dans le jardin. Il a accroché. Je lui ai demandé, tu veux jouer au foot? Il m'a dit oui, je l'ai inscrit. Il joue au foot, mais une fois qu'il est sur le terrain, il est bien. Mais quitter la maison, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a des écrans inaccessibles. Donc je le pousse toujours à sortir de la maison, mais une fois sur le terrain, ça va. Mais un jour à l'école, il y avait une course, on faisait de l'athlétisme, ils ont dit les enfants de première année, ils devaient faire une distance qu'ils devaient courir. Et puis j'arrive à l'école, il y a une madame qui me dit, tout sourire, hey, votre fils, c'est incroyable. Il a fait la distance comme si de rien n'était. Moi, je rentre à la maison, je me dis, je vais peut-être tenter à l'athlétisme. Je demandais au garçon, tu veux aller à l'athlétisme? Non, papa. Il n'a jamais accepté. Et pourtant, quand je le vois courir même au foot, il a les qualités pour faire l'athlétisme. Mais je ne vais pas forcer mon fils à faire l'athlétisme parce que moi, je vois que là, il y aurait peut-être quelque chose, ceci. Non. Laissons les enfants décider. Moi, je suis de cette tendance-là. Et il y a d'autres qui diront autre chose, mais moi, c'est mon choix. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Je vais répondre en premier à la question. Je ne me souviens plus des prénoms, je suis désolée. Pour dire avec tous les datas, les GPS, comment on fait pour adapter l'Afrique, nous qui sommes, je vais parler d'un quartier enclavé de Yaoundé à Tongolo, où le terrain, il y a des rigoles qui passent au milieu. Comment on fait pour adapter? Le sélectionneur a dit tout à l'heure qu'on parle de la formation. Bien sûr que le GPS, même des clubs de seconde zone en Europe n'ont pas le GPS. Mais aujourd'hui, quand je parle de formation, on peut partir d'un simple fichier Excel, accompagner les enfants par des tests de jonglerie simplement. Et comme ça, on va pouvoir mesurer. Mais ça va, la base, c'est la formation. N'allons pas copier pour copier. Et souvent, nous en Afrique, on va copier toutes les mesures internationales parce que ça se passe bien. Donc, ils ont des beaux terrains, voilà, et on veut tout copier. Ils ont des immeubles, on veut copier, alors qu'on n'a pas fait des études de sol. Je vais répondre à la deuxième question, monsieur le vice-président, entre autres des zéros de Liège, si je ne me trompe pas. Il disait comment faire pour pousser les enfants. Je vais rejoindre le sélectionneur pour dire que observons nos enfants, accompagnons-les dans leur choix. Ce n'est pas parce que je n'ai pas pu faire du basket que je veux absolument que mon fils fasse du basket ou ma fille. Donc, accompagnons-les dans leur choix, encourageons-les, observons, et ils vont forcément à un moment donné. Par contre, accompagnons-les à la maison par des conseils, accompagnons-les sur les terrains. Si vous regardez autour de vous, nos enfants qui vont dans des clubs, les parents sont toujours là. Qu'ils aient 5 ans, qu'ils aient, j'exagère un peu, 17 ans, pour la plupart, les parents accompagnent. Et ça, c'est un plus. Il se retourne, il voit son père, il sent, ou sa maman, il sent la confiance. Prenons le temps. Parce que nous, on aime bien la troisième mi-temps, et on laisse les enfants aller tout seuls, et parfois on les récupère. Tous les éducateurs connaissent cette problématique-là d'attendre toujours le dernier parent qui arrive. C'est pas un cliché, mais souvent c'est ça. Et la dernière question, je vais répondre pour dire que
Notre frère a recentré l'Église, mais pas que je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que si on dit que la diaspora aura de transmission, on ne peut pas évoquer tous les sujets ici. On est sur un tournoi de football, la FIF, Fédération internationale de football des vétérans d'Europe. Il faut qu'on se cadre sur l'aspect football et tout ce qu'on a évoqué ici sur la détection des joueurs, tout ce qu'on a évoqué sur comment on peut impacter, quels sont les enjeux. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, on a des freins. Quels sont les freins qu'on rencontre quand on veut, nous, anciens joueurs, anciennes joueuses, quand on veut accompagner nos frères ou mettre en place une politique ou même organiser une rencontre? C'est une très très bonne idée de se retrouver. Mais au niveau macro, commençons déjà au niveau micro ici dans cette ville. Il y a combien d'entraîneurs de nationalités différentes? On se retrouve, comment on travaille? Peut-être qu'on a des liens. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui se fait au Cameroun et au football féminin en Afrique. Mais est-ce que j'échange avec toutes les anciennes joueuses d'Afrique? Non. Je pense que nous devons prendre les choses petit à petit et quand ça prend au niveau micro, on peut aller chercher une autre part du gâteau et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc pour dire qu'on va rattraper les datas, c'est pas tout à fait ça, mais on peut trouver des moyens de contournement. Donc merci. Merci beaucoup. Aidez-moi, dites oh, plus fort. Nous sommes arrivés à la fin des questions. Les gens parlaient longtemps, donc finalement notre demi-heure est passée largement entamée. Mais comme nous n'avons pas eu d'intervention féminine, je vais demander à la DRH de Boca Service de son avis sur notre thématique. Et puis, ils sont dans la transmission. C'est pas la transmission forcément de foot, mais c'est dans la transmission de marchandises. Donc, voilà. Bonsoir à tous. Donc, merci de me repasser la parole. Donc, ici, je vais un petit peu présenter la société Boca Groupage, qui est le sponsor numéro 1 de ce grand événement organisé par la FIV. Donc, Boca Groupage, c'est quoi? Boca Groupage, c'est une société qui a été créée en 2017 par M. Boucon Achille, qui malheureusement n'a pas pu être présent ici ce soir, parce qu'il a été appelé à d'autres fonctions. Donc c'est une société. Ah ouais, ouais. Donc c'est une société qui fait dans l'expédition des colis à destination du Cameroun, principalement Douala, Yaoundé. Donc tout au début de la création de cette société, nous n'existions que sur Bruxelles. Donc à l'heure actuelle, nous disposons d'un entrepôt en France et tout récemment, nous avons ouvert un entrepôt à Liège. Et pour répondre davantage aux besoins de notre clientèle, nous avons récemment ouvert un entrepôt en plein centre de Mons, plus précisément à Framery, à la rue Léon de Fuisseau. Donc je dirais un petit peu, actuellement, Boca Groupage, c'est le leader sur le marché. Pourquoi? Parce qu'en tant que jeune entrepreneur, nous avons su développer des services ainsi que des produits pour répondre de façon efficace à la demande de notre clientèle. Donc je m'explique. Premièrement, lorsque vous êtes client chez Boca Groupage, vous bénéficiez d'un code barre personnalisé. Donc, lorsque vous venez déposer vos colis dans l'un de nos entrepôts, il y a un code barre qui vous est remis, et à l'aide de ce code barre, vous pouvez suivre en temps réel l'évolution de votre colis jusqu'à son arrivée au Cameroun. Donc, par ailleurs, vous êtes également informé par SMS de l'évolution de votre colis depuis le port d'Anvers jusqu'au Cameroun. Deuxièmement, chez Boca Groupage,
Vous pouvez envoyer vos colis en toute sérénité. Pourquoi? Parce que Boca Groupage vous donne la possibilité de pouvoir régler votre facture une fois vos colis arrivés à destination. Donc, chez Boca, vous pouvez régler vos factures au moment de l'envoi des colis, mais également au moment du retrait du colis. Troisièmement, Boca Groupage joue un petit peu le rôle de centrale d'achat. Donc, je vais m'expliquer ici. Donc, par exemple, si vous êtes à l'étranger et que vous voyez sur Internet une belle voiture ou de beaux carrelages et que vous ne savez pas comment faire pour vous en procurer, vous pouvez vous rapprocher auprès de Boca Groupage, déposer des sous sur leur compte. Eux, ils se cherchent de commander votre produit et de l'acheminer jusqu'au Cameroun. Quatrièmement, Boca Groupage fait également dans le transport des voitures. Donc, nous transportons des voitures de la Yaris jusqu'à la Range Rover. Donc, vraiment, nous transportons les voitures de toutes les marques. Nous faisons également dans la location des conteneurs, ainsi que dans la location des surfaces d'entreposage. Je m'explique. Si par exemple, vous voulez faire un conteneur et que vous n'avez pas d'espace pour pouvoir entreposer vos colis, vous pouvez vous rapprocher auprès de Boca Groupage. Donc, eux, ils louent des surfaces d'entreposage pendant 1, 2, 3 mois, 4 mois. Vous pouvez entreposer vos colis en toute sérénité et au moment du chargement, Boca Groupage vous accompagne dans le chargement de votre conteneur. Donc, pour clôturer, pour ajouter la petite touche sur la cerise, Boca Groupage expédie ses colis dans un délai de 25 jours. Donc, je précise bien de 25 jours. Et nous expédions, et chez nous, il y a un chargement tous les samedis. Donc, je dirais bien un chargement tous les samedis. Donc, pour clôturer, je dirais, voilà, faites confiance à Boca. Venez par curiosité et vous y resterez par satisfaction. Je vous remercie. Merci, merci. Donc, je n'avais pas prévu de faire ça, mais avant de donner la parole au président pour clôturer nos débats, deux, trois petits éléments. Effectivement, dans la transmission, il y a aussi des éléments que nous devons nous-mêmes nous réapproprier. Je discutais récemment avec des confrères en disant que Onana, le jeune gardien camerounais qui est signé à Manchester United, est connu pour sa qualité de jeu au pied. Dans les médias, chaque fois qu'on en parle, on cite le gardien allemand Neuer pour justement avoir modifié cette perception du gardien de but. Or, depuis les années 90, les gardiens latino-américains jouent comme ça. Le Cameroun a connu Higuita, et Higuita a fait en 90 l'un des meilleurs matchs justement contre la Mannschaft lors du troisième match de poule, avec ce jeu très avancé comme libéraux. On peut citer Higuita, on peut citer Rogério Ceni qui a joué au Brésil, ou bien le gardien paraguayen dont le nom ne me vient pas, Chilavert. En fait, il y a toujours cette tradition chez eux, mais nous ne l'avons pas. Autre élément, souvent je dis que l'un des éléments d'identification et de fierté, c'est aussi la façon dont nous parlons de nous-mêmes. Beaucoup de gens parlaient du Rwanda aujourd'hui, mais est-ce que vous savez que l'équipe U12 du Rwanda a gagné le tournoi des académies du PSG au mois de juin à Paris, en battant le Brésil 2-1, une compétition dans laquelle toutes les académies du PSG étaient présentes. Ce genre de choses, finalement, montrent ce travail, et que ce travail peut être fait des deux côtés de la rive méditerranéenne. Donc, l'autre élément dont je voulais parler, c'est qu'on a fait comme si le sport et l'éducation étaient opposés. Vous avez vu, tous ces gens, ils ont des équivalents Bac plus 4 par le sport, mais également par finalement des métiers qu'ils ont fait aussi. Donc, ce n'est pas impossible. Et ensuite, un enfant qui choisit de faire du sport, de son métier, sa passion, sa façon de vivre, tous ne vont pas être professionnels. Mais il y a d'énormes métiers autour du sport aujourd'hui. Effectivement, on peut être éducateur. On peut, par le fait d'être éducateur, par le fait d'avoir été joueur, avoir un emploi qui permet d'avoir des éléments. Et dans d'autres éléments, ça nous donne le réseau des connaissances. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas beaucoup parlé du plan économique, mais finalement, c'est des compléments de revenus pour certains, c'est des réseaux pour d'autres. Donc, voilà un peu des éléments que je voulais rajouter avant, et sachant aussi que, comme je disais,
Il faut qu'on repassions à la formation. Et la formation, dans une formation, bon, il y a des entraîneurs qui sont là pour ça. Nous avons différentes phases. Nous avons l'école de foot, jusqu'à 12 ans. Et là, pour l'instant, dans tous les pays du monde, c'est plutôt amateur. Et ensuite, c'est entre 12 et 18 ans. Aujourd'hui, de plus en plus, on veut des talents juvéniles, donc on va les chercher de plus en plus tôt. C'est à ce moment que ça se joue. Donc, en fait, nous devons les accompagner. Nous devons les accompagner par les structures, par l'esprit d'accompagnement. Pensez effectivement, nous qui sommes ici et qui avons des rencontrés à la fois en tant que parents, en tant qu'éducateurs, ou à quel titre que ce soit, des difficultés, et connaissons le marché, le territoire local, vu comment on pouvait faire. Donc, je vous remercie de votre patience et je passe la parole à mon président. Très fatigué? Merci, Hervé. Excellences, Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir d'avoir écouté aujourd'hui cet échange sur la diaspora et la transmission. Quelqu'un a parlé d'actes durant notre conversation. Cette plateforme que nous avons mise sur pied pose des actes. C'est pour ça que nous avons lancé, par exemple, le tournoi des binationaux. Parce qu'on s'est bien rendu compte qu'il y a du potentiel dans notre diaspora, mais comment, à notre manière, nous allons contribuer à pouvoir apporter quelque chose. On a pensé qu'il fallait qu'on implique dans nos enfants, et là, cette plateforme des binationaux est mise sur pied depuis l'année dernière et qui est une entité désormais dont la responsable dévouée tous les jours, qui aujourd'hui travaille de main de maître, je vais lui demander de se lever pour que ce soit un succès demain. Louise Marie, aïe, s'il te plaît. C'est cette dame qui a pour mission aujourd'hui de valoriser cette plateforme des binationaux que la FIFA a lancée. Et je crois que, comme les entraîneurs l'ont dit, il y a beaucoup de personnes ici, même dans la salle. Je vois beaucoup qui ont des professions, qui sont entraîneurs, qui sont encadreurs, éducateurs. Il va falloir vraiment voir dans quelle mesure, comme l'a proposé le professeur Nguemo, créer des synergies au travers de ces plateformes pour pouvoir impacter. Parce que l'idée n'est pas de venir à Gemblou, se réunir, passer un bon week-end, jouer au ballon et puis une équipe gagnera bien sûr. Mais l'idée c'est de partir d'ici avec quelque chose. On part de Gemblou avec qu'est-ce qu'on apporte à Gemblou et je repars de Gemblou avec quelle plus-value. La plus-value devrait être des partenariats. Je tiens à dire merci au président de la Chambre de commerce déjà qui a promis de faire un partenariat avec la FIF. C'est aussi pour ça que nous sommes ici. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus que ça qui peut être fait. Parce que je nous sais capable de beaucoup de choses. Mais travaillons. C'est vrai que rien n'est facile, rien n'est simple. Beaucoup de gens ont parlé du Rwanda ici aujourd'hui. Je crois que beaucoup le savent. Aujourd'hui, c'est un pays dans lequel je suis installé. Je ne parle plus du Rwanda comme quelqu'un qui y va, j'y suis installé. Parce que le Rwanda m'a donné toutes les dispositions pour pouvoir m'y installer et me sentir chez moi et apporter ma contribution dans le développement de ce que je sais faire. Donc je profite pour dire encore merci. Merci à l'État du Rwanda pour la confiance qui a été placée à ma modeste personne. Et je pense que beaucoup d'entre vous peuvent apporter aussi un plus. Parce que beaucoup de pays africains aujourd'hui ont compris que leur diaspora, cette diaspora africaine a de la compétence. Et elle est prête à pouvoir apporter sa contribution au développement du continent. Donc, au travers de la FIF, continuons à travailler comme on le fait, à tous ces membres d'associations, ces délégués qui partent de partout, à ces personnes qui de nuit, de jour, essayent d'apporter de leur contribution. Je pense que l'avenir, pour moi, je pense qu'il est rose. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se présenter à nous. Restons simplement focus, travaillons, on va y arriver. Merci. Merci.
Merci Président, merci à tous les panélistes que je vous demande d'applaudir une dernière fois. C'est un peu timide là, c'est un peu timide. Voilà, pour tous ceux qui ont été frustrés, il y a de la possibilité d'avoir la suite dans nos échanges, puisque va commencer le village suivre, là où vous avez des boissons, des petites choses pour amuser un peu la bouche, des rencontres. On est là jusqu'à 2h du matin. Et il y a oui, dans le cadre du village suivre, il y aura de la musique, il y aura de la discussion, il y aura la présentation, des candidatures pour l'édition 2024. Donc, demain, dès 8h, on vous attend au stade. Je n'ai pas l'adresse, mais elle est sur tous les flyers. Et puis, évidemment, soyez beaux demain pour la soirée de gala. Nelson Mandela disait que le sport a le pouvoir de changer le monde. Il a le pouvoir d'unir les gens de manière quasi unique. J'espère que durant ces 2 heures, nous avons atteint cet objectif, nous nous sommes unis de cette manière quasi unique et que nous repartirons chacun avec quelque chose et que nous pourrons transmettre parce que finalement, c'est un petit peu notre rôle. Je vous remercie de votre attention et je vous demande d'applaudir la personne.